Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai l'œil du tigre. Aujourd'hui, nous allons parler de fatigue muséale, du pourquoi nous sommes fatigués de visiter un musée ou une exposition et du comment y remédier concrètement. D'ailleurs, tout à fait entre nous, est-ce que visiter un musée devrait être fatigant si on prend soin des visiteurs en tenant compte de leur confort, en concevant et réalisant la muséographie et la scénographie? Si on fait correctement, entre guillemets, notre travail en tenant compte de l'usager, nous ne devrions pas vivre des visites fatigantes car la lumière, l'ergonomie, les assises, les zones de repos et le rythme du parcours prendraient en compte cette fatigue potentielle. Un peu d'historique pour commencer. La fatigue muséale n'est pas une situation du musée de 2024. On en parlait déjà au tout début du XXe siècle. Pour la référence et la recommandation lecture, je vous invite à découvrir les travaux de Benjamin Yves Gilman, le conservateur du musée d'art de Boston, qui publie un article intitulé « Muséum Fatigue » en 1916. Je vous mets le lien de cet ouvrage en open source dans la description de l'épisode. Le conservateur étudie en particulier les postures du visiteur pendant son parcours, accroupi, penché, debout, pour pouvoir observer les artefacts. En 1916, comme aujourd'hui, ces postures inconfortables ne sont pas absentes des expositions. Vous avez forcément en tête un dos penché pour lire un cartel ou observer une vitrine trop basse ou encore chercher désespérément un siège pour vous asseoir, confortable dans l'idéal et qui ne meurtrit pas votre popotin. Les bancs planches de bois, non merci, et pourtant très courants. Et puis, clairement, il faut aussi expérimenter le musée une fois en situation de handicap moteur ou sensoriel, habituel ou plus ponctuel. Visiter une exposition enceinte, avec une poussette ou des enfants en bas âge pour se rendre compte à quel point tellement de lieux patrimoniaux sont terriblement inconfortables et fatigants, tout comme des restaurants, des toilettes d'établissement et compagnie d'ailleurs. Comme si finalement le musée et ses autres espaces sociaux s'adressaient seulement à une catégorie de visiteurs. Ainsi, travailler sur la fatigue muséale et l'intégrer à nos travaux de création, de rénovation, d'amélioration de lieux patrimoniaux dont les musées, c'est tout simplement en garantir l'accessibilité à tous et toutes, sans exclusion directe ou indirecte. Listons ensemble ce qui peut fatiguer au musée. Tout d'abord, les déplacements et l'orientation. Faut-il développer ? Dans un musée, on marche et on déambule beaucoup. On s'en rend particulièrement compte avec une poussette ou des petits muséovores nous tenant la main. Ou lorsque nous ressentons tout simplement une fatigue physique, quelle qu'en soit la cause. Le passage d'un niveau à l'autre, avec ou sans ascenseur. Le franchissement de marches, des unités de passage trop réduites, une mauvaise signalétique pour nous guider, sont des causes de fatigue muséale. Le podcast de la mini-série Accessibilité sur les publics en situation d'handicap moteur, le numéro 47, vous donnera des conseils utiles à ce sujet. Deuxième vecteur de fatigue muséale, les inconforts posturaux, dont nous parlait Benjamin, qui n'a jamais eu mal au dos donc, en se penchant pour lire un cartel trop bas. L'ergonomie de la scénographie n'est pas toujours idéale pour notre confort postural. Troisième point, les inconforts visuels.
une lumière trop forte ou trop faible, des changements violents d'ambiance lumineuse, la lecture sur des supports transparents avec des reflets, une police en italique ou à empattement sont susceptibles de fatiguer. Quatrième vecteur de fatigue muséale, les inconforts sonores, les variations, la mauvaise qualité des effets sonores suite à des défauts de matériel et d'acoustique fatigue, tout comme les sons ouverts d'une salle de projection ou d'un audio-guide écouté par plusieurs visiteurs simultanément. Les notifications des téléphones. Si le musée n'est pas un lieu de silence obligatoire, mais un lieu de vie avec de la parole, des rires, la cacophonie n'est pas admise. Cinquième point, les inconforts intellectuels. Des textes de salle trop longs, trop compliqués pour les cibles. Le manque de médiation fatigue. La visite peut rapidement se convertir en déambulation passive et fatigante, car ennuyeuse. Sixième point, l'absence de zone de repos physique et psychique. Les assises fixes sont essentielles et sont encore trop rares à mon sens au musée. Le musée doit offrir des espaces pour se poser dans les espaces même de découverte, mais aussi à l'écart pour s'isoler, reprendre son souffle, s'apaiser si nécessaire. Ces zones d'apaisement sont nécessaires et essentielles pour tous, et pour certains publics notamment en situation d'handicap mental et psychique. Podcast 50 pour le détail des besoins de ces visiteurs. Septième vecteur de fatigue muséale, une rupture trop brusque entre le monde extérieur et le monde muséal, à l'arrivée et à la sortie. Il faut soigner les transitions, avec par exemple des zones d'apaisement dédiées en cours d'apparition avec l'émergence croissante du Kering Museum dans les institutions. Huitième vecteur de fatigue muséale, les contraintes réglementaires. Des règles doivent être suivies par les visiteurs pour préserver l'espace social du musée, bien sûr, mais la tonalité et la teneur des interdictions doivent être réfléchies par l'équipe du musée. Sa relation avec les visiteurs peut en pâtir, notamment en cas de mauvaise réaction à un événement, car un protocole n'existe pas. Je vous renvoie à certains scandales et à vos expériences personnelles. Le refus d'allaiter ou de donner le biberon à son bébé dans un espace muséal, un accès refusé à la billetterie pour cause de décolleté, etc. C'est l'image de marque du musée qui est en jeu. De la fatigue face à ces règles qui peuvent être incomprises car mal ou pas expliquées peuvent surgir le désarroi et la colère, le scandale public même, avec les moyens de partage actuels et de viralité des réseaux sociaux. Et enfin, neuvième vecteur de fatigue muséale lié à mes propos précédents, le mauvais accueil et se sentir comme un intrus. Ce sentiment est fréquent lorsqu'on visite un musée avec un bébé et des jeunes enfants, par exemple. Les regards de travers, les préjugés apportent une charge mentale et une fatigue accrue pour les accompagnateurs, par exemple. La qualité de l'accueil et le respect de chaque visiteur reste essentiel. Bien sûr, cette liste d'inconforts et de vecteurs de fatigue muséale n'est pas exhaustive. En m'écoutant, d'autres exemples vous viennent peut-être en tête. À l'issue de l'écoute de ce podcast, je vous invite à réaliser un petit exercice. Prenez l'exemple de l'institution culturelle dans laquelle vous travaillez. Si ce n'est pas possible, souvenez-vous de votre dernière visite patrimoniale. Où était-ce ? Maintenant, faites le diagnostic du baromètre de la fatigue muséale dans ce lieu en suivant donc la grille d'analyse suivante. Les déplacements et l'orientation, facile ou difficile ? Mettez sur pause si vous souhaitez faire cet exercice en prenant le temps de la réflexion en direct. Les inconforts posturaux, quels étaient-ils ? Les inconforts visuels, les inconforts sonores, les inconforts intellectuels, l'absence ou la présence de zones de repos physique et psychique, la rupture entre le monde extérieur et le monde muséal à l'arrivée et à la sortie était-elle trop brusque ? Quelles sont les contraintes réglementaires qui pourraient engendrer de la fatigue, voire de l'incompréhension ?
de la colère? Existe-t-il un mauvais accueil selon son statut et son mode de visite? Est-il possible de se sentir comme un intrus? Si oui, à quel moment? Enfin, y a-t-il d'autres observations? Je suis certaine que vous visualisez maintenant les points d'amélioration à apporter dans ce lieu. Le podcast touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. Retrouvez dans la description de cet épisode une playlist complémentaire pour aller plus loin. Vous pouvez aussi retrouver des conseils spécifiques au public du musée dans mon e-book dédié disponible dans ma boutique en ligne. Je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez, et à mardi prochain sur J'ai l'œil du tigre.